Bonjour et bienvenue sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à Abdelkader Daher Adan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale à Djibouti et nous sommes ici à Paris dans les locaux de l'UNESCO dans le cadre de la réunion intergouvernementale sur la révision de la recommandation de 1974. Pourquoi il était important que vous soyez présent ici aujourd'hui ? Je pense que notre présence se justifie à plusieurs titres. C'est d'abord, nous représentons d'abord le ministère de l'Éducation nationale. La délégation était composée de 2 personnes, le secrétaire général et de moi-même. Le secrétaire général est représentant, donc vient souvent à ces réunions, mais je l'accompagnais parce que dans cette révision, il y a des textes importants qui concernent effectivement l'éducation de l'apprenant dans le domaine de la paix et du civisme. Alors, on ne va pas avoir le temps de parler du monde entier, on va se focaliser sur Djibouti. Je le disais, vous êtes inspecteur national de l'éducation. Quelle est la place de l'éducation et de la scolarité dans la société djiboutienne ? Je pense que c'est l'une des priorités de tout pays, mais dans notre pays, le président de la République, donc M. Ismaël Omar Guelleh, qui est arrivé à la tête du pays en 1999, a mis le poids à la fois social et économique, puisque pratiquement 25% du budget national est consacré à l'éducation nationale. Donc, quand il est arrivé, il y a eu 3 moments forts, il faut le dire. Les États généraux qu'il a initiés, avec tout le peuple djiboutien, en leur disant nous allons couper de l'école coloniale française. Quel type d'école vous voulez ? Il a posé la question, donc il y avait la communauté éducative, les parents, les associations, pour dire quel type d'école vous voulez pour les 30 ans à venir pour vos enfants. Donc, évidemment, les parents, c'était le contexte culturel, islamique, mais toujours ouvert au monde. Et c'est cette école qui a été préparée depuis les États généraux. Le deuxième moment fort, c'est l'arrivée de l'actuel ministre, son excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a fait un colloque en 2016 et qui a dit il faut que l'on revoie et qu'on se recadre par rapport au développement du monde. Et c'est à l'occasion de ce colloque, justement, qu'il a initié tous ces chantiers au niveau des enseignants, au niveau de la scolarisation et surtout sur 2 domaines de vie importants, l'équité et l'inclusion. Justement, j'allais y venir parce que Djibouti est un petit pays où il y a la population, je crois, c'est aux environs d'1 million d'habitants, principalement dans la capitale, Djibouti. Cependant, quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir permettre aux enfants éparpillés sur tout le territoire d'avoir les mêmes chances d'accès à l'éducation ? Il a fallu pour ça, je pense que c'est une question très importante, mettre en place ce qu'on appelle un schéma directeur, une vision sur 10 ans, décennale, ensuite qui est répartie en plusieurs plans d'action. Et c'est à l'occasion de ce schéma directeur que le ministre, avec la vision du président, a axé l'école sur 3 directions. Au niveau de la disparité, réduire la disparité entre la capitale et les régions, donc une offre de formation équitable pour tous les élèves. Ensuite, le deuxième levier, c'était la scolarisation des jeunes filles, l'autonomisation très importante, puisqu'on sait que l'éducation des filles est à la base du développement d'un pays. Ensuite, c'était équiper en matériel, c'est ce qu'on appelle l'accès. Beaucoup d'écoles partout, dans les localités, dans la capitale, et surtout les équipements qui vont avec, donc les cantines. Il faut que l'enfant qui est dans les régions puisse manger, les dortoirs, les panneaux solaires, l'électricité, l'eau. Donc c'est ce travail qui a été fait pendant ces 30 ans. Et après, le ministre s'est consacré à mettre en place des concepts novateurs. Donc il a mis l'accent sur la scolarisation de jeunes filles, la prise en charge de ce qu'on appelle des enfants à besoins spéciaux, très importante, puisque c'est notre ministre qui l'a initié. Et je voudrais, Laurent, si tu permets, parler de ce centre. Alors, je vais venir, mais je voulais d'abord vous poser une question justement sur les jeunes filles, parce que c'est un combat universel, le combat de l'égalité homme-femme, et je voulais savoir comment l'éducation nationale s'implique dans cette lutte. Je pense que dans le cadre du schéma dont vous avez parlé, les partenaires financiers, en fait, bailleurs de fonds, quand ils demandent quelle est la partie de l'aide que nous sollicitons, c'est souvent basé, souvent avec l'UNICEF par exemple, c'est souvent basé à la scolarisation de la jeune fille et de domaines particuliers. Donc, veiller à la rétention de la jeune fille avec une sensibilisation auprès des parents dans les régions, leur donner les moyens à la jeune fille. Donc, vous verrez dans les écoles primaires les mêmes offres que pour les garçons.
il y a la sensibilisation au niveau des enseignants. Donc il y a toute une politique qui est faite en termes de moyens financiers, mais surtout en termes d'encadrement pédagogique pour que, avec les parents, la scolarisation de la jeune fille monte en puissance. Et on peut dire qu'aujourd'hui, avec la scolarisation universelle que nous allons atteindre en 2027 100%, la jeune fille est pratiquement à 50%. Dans certaines zones, 60% sont, dans les cas sont constitués de jeunes filles. Donc c'est une politique, on peut dire, qui a réussi. Et comme je vous l'ai dit, l'éducation de la jeune fille est à la base du développement du pays et c'est une priorité pour le président et pour notre ministre de l'Éducation nationale. Alors il y a eu un événement notable dans le cadre de l'éducation nationale à Djibouti, ça a été la création en 2017 de l'école d'excellence. Je voudrais bien que vous nous en disiez un mot et comment cette école fonctionne, comment elle a été créée et quels en sont surtout les objectifs. Cette école d'excellence n'aurait pas vu le jour si les fondamentaux, les bases n'avaient pas été posées pour toutes les écoles. C'est une fois qu'on a construit les écoles, à la fois dans la capitale, dans les régions les plus reculées, qu'on les a dotées en infrastructures, notamment numériques, les smart classes, qu'on a formé les enseignants, il y a une politique nationale des enseignants qui a été faite, les livres, les documents, il y a le CRIPEN, la didactique, quand tout a été réuni, que les bases ont été fondées, il a été maintenant le temps de se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une structure à haut potentiel intellectuel pour des enfants, non pas de l'élite, mais des enfants issus de toutes les couches sociales. Ça a été le grand défi à la création de cette école et c'est l'actuel ministre, justement, avec le président qui a eu cette volonté, faire une structure à haut potentiel où pourraient sortir les enfants qui, à l'avenir, iraient dans des domaines de pointe, de haute technologie. Il a fallu pour ça, bien sûr, vous avez montré les reportages que Télésud a fait, et d'ailleurs qui ont été développés en Afrique et à Djibouti, je ne reviendrai pas dessus, vraiment, vous avez montré quelles sont les structures de l'école d'excellence. Moi, je voudrais juste insister sur un point, l'avenir de ces enfants. Nous avons ouvert une école préparatoire, des CPGE, et on s'est dit, au moment où de la création, comment l'on fait. Donc on s'est appuyé sur 2 leviers. Signer un accord cadre avec le ministère de l'Éducation nationale français, parce que c'est l'excellence des écoles préparatoires en France. Donc notre ministre, il y a quelques mois, a signé un accord cadre national concernant le système éducatif, dont l'un des accords le plus important était le partenariat de l'école d'excellence de Djibouti avec les CPGE français, dont notamment le lycée Camille Guérin. Qu'est-ce qu'il a fallu? Recruter des enseignants à haut potentiel, préparer les structures avec les écoles préparatoires françaises. Et l'objectif n'est pas d'avoir une élite des enfants dont les parents sont riches ou qui ont les moyens. Non. C'est que la sélection est équitable, elle est faite pour toutes les couches sociales et parfois même, si vous voyez, vous l'avez dit souvent, bien dit dans vos reportages, les structures de l'école est composée pratiquement 100% des enfants qui viennent des milieux défavorisés. Donc l'objectif du président et du ministre est de donner cet accès des écoles d'élite à des enfants issus de zones défavorisées. Et c'est ça le défi. Et le défi est en train d'être réussi puisque vos reportages qui étaient étalés sur 5 ans l'ont bien montré. Et il y a le défi qui reste maintenant. Ces élèves vont aller en 2e année. Et je voulais annoncer à tous les spectateurs de Télésud que ces élèves vont venir en France en immersion, se confronter à leurs camarades des CPGE. Ils viendront au mois d'octobre. Ça, c'est une volonté du président et du ministre. Les enseignants vont venir échanger avec leurs collègues des écoles préparatoires. C'est vous dire que le ministère se donnait tous les moyens pour que ces enfants réussissent. Et effectivement, ils vont passer les mêmes examens que les élèves des écoles préparatoires français. Et nous espérons, dans cette première promotion, avoir les premiers ingénieurs en polytechnique, en télécom. Donc l'objectif, c'est qu'ils passent les mêmes examens que les élèves français. Et nous sommes très très confiants par rapport à cette nouvelle génération qui arrive. Là, justement, vous étiez en train de parler de ce partenariat avec certains établissements français. Plus globalement, quel regard vous portez sur les systèmes éducatifs occidentaux? Moi, je pense qu'il fut un temps où la France était la mère patrie et c'était normal. Nous nous sommes déconnectés, mais nous n'avons pas rompu avec le système français. Nous avons gardé, je ne veux pas dire ce qu'il y a de meilleur, mais l'objectif c'était de se replier sur notre contexte. L'Afrique maintenant est autonome. Je pense que vous l'avez visité, vous le savez, il y a un développement économique, il y a une jeunesse vivante. Et l'objectif de l'école, c'est que l'Afrique puisse se prendre en charge. Vous avez vu toutes ces immigrations, tous ces gamins qui quittent l'Afrique.
à Djibouti, nous sommes fiers de retenir nos enfants parce qu'on leur a offert le cadre. Par exemple, cette CPGE, si cette école, s'ils étaient venus en France, on ne savait pas quel aurait été l'avenir de ces enfants. Le fait qu'ils soient dans leur contexte, avec leurs parents, c'est pour les capter qui restent et qu'ils réinvestissent leurs compétences pour leur pays. Nous pensons que l'Afrique peut être sauvée par rapport à son école si elle contextualise, si elle croit à ses valeurs. Moi, je crois aux valeurs culturelles africaines et islamiques, mais tout en restant ouvert à l'universel avec ce que nous a apporté l'école française, dont nous sommes très fiers d'ailleurs par rapport au partenariat. Donc je pense que le système occidental vit une autre mutation, l'Afrique vit sa mutation par rapport à notre culture. Je pense que nous sommes en parallèle et qu'aujourd'hui, il y a un partenariat gagnant-gagnant. Nous apportons quelque chose au système occidental français, il nous apporte quelque chose, mais je pense que l'Afrique maintenant, avec les nouvelles générations, va partir très loin grâce à son école, qu'elle a pris en main et que voilà, l'avenir s'offre à elle. Alors, une dernière question. On comprend très bien que tout ceci est à l'initiative, dès le départ, du président Ismaël Omar Guelleh. Dans les 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans à venir, vous pensez que cet élan va se maintenir, va perdurer, que ça va s'inscrire dans l'histoire de Djibouti ? Je pense que c'est une question importante pour tout Africain, par rapport aux hommes qui les dirigent. Je pense que notre président, quand il est arrivé au pouvoir, ce n'était pas pour être au pouvoir. Il est arrivé en 1999 et maintenant, moi qui suis là, je vois qu'il avait une vision. Et qu'il a axé le développement de son pays sur 3 secteurs sociaux importants. Le logement. Maintenant, tous les Djiboutiens ont accès au logement, même les classes les plus défavorisées. L'éducation, je vous l'ai dit, j'en ai parlé, et vous voyez la politique qui est mise en place. La santé, la promotion de la femme. Je pense que et puis les infrastructures aéroportuaires. C'est un président qui avait cette vision quand il est arrivé au pouvoir et que nous souhaitons que vraiment il puisse continuer cette œuvre parce qu'il faut qu'elle soit achevée et que les nouvelles générations vont avoir justement ce patrimoine qu'il a mis en place. Et je pense que c'est son seul souci, doter son pays de tout ce qu'il faut pour qu'il puisse, comme tu dis, dans les 30 ans, 50 ans à venir, fonctionner de lui-même. Donc je pense que c'est un président qui a une vision. Nous espérons qu'il restera le plus longtemps possible à la tête de ce pays, notre ministre aussi, parce qu'on sait sa vision par rapport à l'école, à ce qu'il fait. Mais comme je te l'ai dit, Laurent, souvent, il y a les hommes qui font de la politique. Notre président fait ce qu'on appelle, il a une vision pour son peuple, pour que il aille de l'avant et que tout le monde puisse s'épanouir dans son propre pays. Abdelkader Aden, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien du jour est terminé. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Et comme d'habitude, vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.